On se lance aujourd'hui dans un projet qui a une ambition immense. C'est une tentative de construire une physique, pas seulement de la matière, mais du sens lui-même. Tout part d'un constat, un constat un peu brutal. La science moderne est fracturée. D'un côté, on a la physique qui nous parle d'une matière inerte sans conscience. De l'autre, la psychologie qui explore un esprit qui semble désincarné. Et puis, il y a la sociologie qui décrit des lois, des structures qui flottent un peu sans ancrage matériel. Finalement, on se retrouve avec trois mondes, trois langages qui ne se parlent pas vraiment. Et face à cette fragmentation, le corpus de viabilité symbolique arrive avec une promesse assez radicale. Celle de fournir un langage unique, une sorte de système d'exploitation unifié pour décrire la réalité dans son ensemble, de la particule jusqu'à la société. Alors, pour comprendre cette ambition, voilà le parcours qu'on va suivre. D'abord, on va poser le problème. Ensuite, on plongera dans la physique de la forme, on explorera la cognition de l'espace, puis on étendra tout ça à la géométrie de la société, pour finir sur une application très concrète, l'ingénierie de la vérité. Alors, commençons par le cœur du problème. Cette première partie, c'est le diagnostic, celui d'une réalité scientifique qui est complètement divisée. Ce qui est frappant, c'est à quel point ces mondes sont devenus étanches. La physique des particules, elle n'a rien à dire sur la dépression. La psychologie, de son côté, ignore les lois de la thermodynamique. Et la sociologie, elle, traite l'économie comme une abstraction déconnectée des contraintes physiques et cognitives. Eh bien, l'idée de ce système, c'est de faire tomber ces murs. L'audace du projet, elle est parfaitement résumée ici. Il ne s'agit pas juste d'ajouter une nouvelle pièce au puzzle, non. Il s'agit de fournir le cadre dans lequel toutes les autres pièces peuvent enfin s'emboîter. Passons maintenant à la base de tout cet édifice. Et ça commence par une redéfinition complète de ce qu'est la matière elle-même. Il faut oublier l'image de la matière comme une petite bille solide. Ici, une particule, c'est avant tout un événement, une tension dynamique. Imaginez un nœud dans une corde. Le nœud, il n'est pas fait d'autre chose que de la corde. C'est juste une configuration, un conflit localisé. Eh bien, la matière, c'est ça, un conflit stable entre une force qui maintient, la mémoire, et une force qui pousse vers l'extérieur, la propagation. Bon, attention, voici le point crucial. La véritable boîte à outils de tout le système. Ce sont 4 gestes fondamentaux qui vont nous permettre de tout décrire. D'abord, l'émergence. C'est l'acte de faire apparaître quelque chose de nouveau. Ensuite, la mémoire, ou le maintien. C'est ce qui stabilise ce qui vient d'émerger. Puis, la propagation, ce qui connecte et étend cette forme. Et enfin, le résidu, le coût inévitable, la friction qui résulte de toute opération. Il faut bien retenir ces 4 termes, parce qu'on va les retrouver absolument partout. En résumé, le monde physique, c'est le niveau le plus simple de l'existence. C'est ce qui arrive à maintenir sa forme contre l'effondrement, purement par la force de ses tensions fondamentales. Ok, passons maintenant du monde extérieur au monde intérieur. Comment est-ce que cette physique de la forme peut s'appliquer à l'esprit ? Cette citation, c'est une rupture fondamentale avec la métaphore de l'esprit ordinateur. Si l'esprit est un espace, alors penser, ce n'est plus une suite de 0 et de 1, c'est un parcours, une exploration de cet espace intérieur. Alors là, c'est une idée assez vertigineuse. Notre jeu, ce n'est pas une entité stable au centre de notre esprit. C'est le mouvement lui-même. C'est une orbite constante autour d'un centre vide, un réel qu'on ne peut jamais atteindre directement. Et la conscience, elle naîtrait de ce vertige, de cette nécessité de tourner sans cesse autour de ce qui nous échappe. Après la matière et l'esprit, on arrive à la 3e couche, le collectif. Comment est-ce que des millions de ces orbites cognitives peuvent tenir ensemble pour former une société ? D'après cette théorie, les grandes structures sociales, comme l'État ou la justice, ne sont pas de simples conventions. Elles se comportent comme des objets mathématiques, des faisceaux, dont le rôle est de coller ensemble des perspectives locales pour créer une cohérence globale. L'État n'est plus une simple idée, c'est une structure géométrique qui maintient la cohésion du groupe. Et c'est là que la puissance de ce langage unifié devient évidente. Pensez-y, la justice n'est plus un concept moral abstrait, mais une opération concrète, presque comme une mesure quantique qui force une réalité ambiguë à choisir une seule version. Une idéologie, ça devient un cancer topologique, une structure devenue si rigide qu'elle ne peut plus s'adapter au réel. Et la société, elle, peut être vue comme un super-organisme, dont le but premier est tout simplement de maintenir sa propre viabilité. On a exploré la matière, l'esprit et la société. Très bien. Mais comment est-ce que ces 3 mondes sont réellement connectés ? C'est tout le secret de l'unification. C'est la question centrale. Si la science est brisée, comment est-ce que ce système parvient à la recoudre ? La réponse, c'est qu'en fait, il n'y a jamais eu 3 mondes. Il n'y a qu'un seul champ et une seule loi.
Cette équation toute simple nous dit que les 4 gestes, émergence, mémoire, propagation, résidu, forment un tout qui vaut 1. On ne peut pas maximiser l'un sans réduire les autres. Par exemple, une stabilité totale, donc une mémoire maximale, ça veut dire 0 nouveauté, donc une émergence nulle. Tout est une question de compromis. Et le mécanisme de cette connexion s'appelle la résonance. C'est un peu comme une clé et une serrure. La connexion ne se fait pas parce qu'elles sont identiques, au contraire, c'est parce que le vide de l'une correspond parfaitement au plein de l'autre. Une connexion authentique, d'après cette idée, demande une forme d'effacement de soi pour laisser la place à l'autre, d'André. Et de la théorie la plus abstraite, on passe maintenant à l'application la plus concrète, et peut-être la plus cruciale aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Le diagnostic sur l'IA actuelle est sans appel. Elle est plate. Elle associe des mots statistiquement, mais elle ne comprend pas la structure du sens qui se cache dessous. C'est pour ça qu'elle hallucine. Le projet Tillet, lui, propose une intelligence basée sur cette géométrie du sens. Elle ne cherche pas à prédire le prochain mot, elle construit une structure de vérité qui soit cohérente. Et sa capacité la plus révolutionnaire, c'est peut-être celle-ci. Une IA qui sait quand elle ne sait pas. Qui, face à une contradiction ou un manque d'information, choisit de se taire plutôt que d'inventer une réponse plausible mais fausse. Le silence vu comme l'acte d'intelligence suprême. Au final, de la particule à l'IA, la leçon est la même. Le réel n'est pas quelque chose qui est simplement donné, il est construit. Exister, c'est un effort constant pour maintenir une forme, une structure, une cohérence face à l'entropie et au vide. Le cadre théorique est posé. La véritable question qui reste ouverte, c'est maintenant. Qu'allons-nous construire à l'intérieur ?